Donc pour lancer ce webinaire sur finalement ce que les derniers mois, la dernière année a, a produit finalement comme évolution forte du lien à la politique. Alors je vais un petit peu tricher parce que je ne commencerai pas nécessairement au premier déconfinement ou au démarrage de la crise Covid, mais je dirais que la crise et les formes politiques de la crise avaient déjà beaucoup d'élan et étaient déjà largement en mouvement quand la crise sanitaire s'est déclenchée. Donc ça, c'est un premier aspect qui est important, c'est-à-dire que depuis presque le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, on a pu constater une série de crises permanentes et, sinon un jugement, en tout cas un sentiment sur l'état des relations entre les citoyens et la politique. Bon, on a eu bien évidemment le long mouvement des Gilets jaunes, puis celui de la critique et des manifestations contre la réforme des retraites. Alors, entre-temps, on a eu des essais, entre guillemets, démocratiques. Il y a, il y a eu effectivement le grand débat, présenté comme une grande réussite, qui était pour une part, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui a passé 40 fois le grand oral, parce que c'était Blanquer s'en était pas encore mêlé, donc ça fonctionnait. Et après, effectivement, un public était quand même, finalement, un public assez, pas consanguin, mais en tout cas, finalement, qui n'avait pas la variété qu'on aurait pu souhaiter au grand débat. Il y a eu les lancements de la Convention citoyenne, et puis après, bon, on a eu le Covid qui s'est déclaré. Et pendant le Covid, on a eu un premier exercice qui se voulait être démocratique, qui a été l'élection municipale. Donc je crois que par rapport à une ambition qui était celle du président de la République, finalement, et qui était dans les gènes de son mouvement, de mettre la France en marche, je crois qu'il a réussi avec les gilets jaunes et les retraites à mettre la France en mouvement sociaux, et avec le Covid, arriver à mettre la France à l'arrêt. Donc en fait, cette France, elle n'a jamais été en marche au sens macroniste du terme. Elle a été en mouvement et pas nécessairement totalement contrôlée, et elle a été à l'arrêt parce que la crise sanitaire l'a mis à l'arrêt. Ce qu'on peut constituer, je fais ça avec un peu de provocation et d'humour, mais ce qui est généralement mon commerce, ce qu'on peut considérer, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on a vu à travers ces moments et à travers cet étirement dans le temps, je pense qu'on peut essayer d'échanger aujourd'hui. Je crois que la France connaît une fatigue de délibération, de décision, y compris de décision pendant la crise sanitaire, aujourd'hui, ont, je dirais, abîmé un certain nombre de relations, de liens sociaux et politiques. Et il y a vraiment cette façon, finalement, aujourd'hui, de considérer qu'on est dans un schéma où il y a une grande fatigue. Le deuxième point, on ne voit rien au président Macron, ni aux marcheurs, c'est qu'on est dans un pays, j'ai déjà un peu partagé cela avec certains d'entre vous, dans quelques papiers, où le débat, c'est-à-dire le vrai débat, c'est-à-dire où on échange des idées, on pose des compromis, des consensus, est totalement disqualifié, à part dans des enceintes, peut-être que Grégoire nous en dira un peu plus, comme celle d'une convention, mais le débat est disqualifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le meilleur des cas, on a des gens qui sont dans des médias, quels qu'ils soient, et qui parlent en silo, c'est-à-dire qu'ils ne se parlent pas objectivement, ou pire, on a des gens qui sont sur certaines chaînes dans l'invective, c'est-à-dire qu'on est soit à ne pas s'écouter, soit dans l'invective. Alors, quand je dis que le président n'a pas de responsabilité, non, il a une responsabilité, mais qui est récente. La responsabilité, elle est collective, elle est culturelle. C'est-à-dire que la France a abîmé le débat. Et il faut retrouver le sens du débat et des lieux de débat. Cela étant dit, où le président a, à mon avis, une forme de responsabilité, c'est que je crois que culturellement, et cette position, on peut là aussi en débattre,
il n'a jamais vraiment cru au corps intermédiaire. Donc, quand à la deuxième semaine des Gilets jaunes, Laurent Berger tend la main pour dire essayons ensemble de trouver une solution, Édouard Philippe, qui pense que tout ça va durer 15 jours, balaye la proposition d'un revers de main, et on a vu que ça n'avait pas duré 15 jours. Donc il y a vraiment une disparition de débat. Et tout ça est je dirais, sur les derniers 15 jours, extrêmement préoccupant. Je n'ai pas toujours partagé les avis du criminologue à la Boère, mais je voudrais partager avec vous quand même une anecdote personnelle. Je trouve qu'on se connaît bien et que bien avant que le Covid ne démarre, quand c'était vraiment encore en Chine et très faible, à la Boère m'a décrit presque jour par jour ce qui allait se passer, c'est-à-dire vraiment la pandémie qui allait se passer, la crise mondiale qui allait se passer, etc. Et quand je le vois ce matin faire une tribune dans l'opinion, je l'invite à lire parce qu'il ne raconte pas que des choses sur le, pas que des choses qui irritent, il prévoit quand même qu'on peut avoir quand même un grave accident électoral en 2022. Alors j'espère qu'il sera moins performant que sur la crise du Covid. Ça, c'est un facteur de contexte qui est intéressant. Mais ce que je trouve vraiment encore plus intéressant, c'est les militaires. Je trouve qu'aujourd'hui, et vous le verrez dans quelques-uns des points que Samuel va mettre en avant, il y a une demande d'autorité assez forte. Et je crois qu'on est arrivé à un point où la parole politique s'est transformée en parole militaire, avec quand même aujourd'hui la 2000 militaires d'actifs qui s'expriment, à un moment où on voit une radicalisation d'un certain nombre de corps régaliens de l'État. Et je trouve que là, il y a une forme d'inquiétude à avoir. On peut balayer ça en disant je ne sais plus quel ministre, que c'est des mecs en pantoufles, voilà, je ne sais plus qui est-ce qui a qualifié ces militaires, mais c'est simplement, bien évidemment, pas, je ne pense pas qu'il y aura un coup d'État en France, bien évidemment que non, mais c'est symbolique quand même du fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai malaise dans l'exercice et la décision politique. Donc c'est un peu ces sujets que je voulais ouvrir. Je vais passer le relais à mon camarade de jeu qui va vous présenter quelques-uns des points forts qui ressortent des études et des partages qu'on peut mener avec vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci Robert. En effet, on va un peu se recouper, mais pas totalement. L'idée de ce webinaire, en effet, c'était, on a beaucoup parlé en fait depuis un an du monde d'après, du retour à la normale, analyser les effets de la crise dans toute une série de domaines, travail, consommation responsable, dynamique territoriale, avec le retour en grâce des villes moyennes. Et je trouve qu'il y a un sujet qui a été un peu moins exploré, qui est celui qu'on explore ce soir, et qui est au fond l'impact de la crise sur le rapport des Français aux politiques et à la politique. Sujet qui est évidemment pas sans importance à un an d'élection présidentielle. Et l'idée là, c'était de prendre un peu de hauteur ou de profondeur, on peut choisir son sens, et de sortir un peu de la course de petits chevaux, des sondages, pour essayer de comprendre ce qui s'est joué, ce qui se joue encore dans cette crise, et au fond, quels impacts et quelles influences ça peut avoir sur l'élection. C'est comme dans toute crise, il y a eu des forces assez contradictoires. Il y a eu des choses positives, notamment lors du premier confinement, une forme de solidarité, une forme d'unité, on peut le dire, un moment commun où tout le monde a accepté de restreindre ses libertés. Ça fait consensus au nom de la vie humaine, avant tout, et quoi qu'il en coûte. Et on voit bien que tout ça, depuis un an, c'est un peu lézardé ensuite, avec des effets de lassitude et d'usure. Mais il y a eu quand même un moment collectif, un moment de nation, un moment partagé où tout le monde était à peu près d'accord. Dans le même temps, il y a également eu beaucoup de replis, parce que c'est quand même inédit dans l'histoire récente d'avoir un an de distanciation sociale, un an de non-contact avec les autres, un an sans échange, sans délibération collective. En fait, on a un an sans café du commerce en politique. Et ça, on ne sait pas ce que ça donne. C'est-à-dire que les opinions sont plus confrontées avec les collègues, avec les amis, au café du coin, et ça amplifie sans doute l'influence des réseaux sociaux et des bulles, et on perd du contact présentiel dont on ne sait pas trop ce que peuvent être les effets. Il y a eu aussi des choses sans doute plus lourdes. Évidemment, Robert l'a dit, les choses préexistaient à la crise, la défiance, on en a parlé beaucoup, c'est pour ça que j'y reviens à peine. Mais dans cette crise, c'est sans doute aussi accéléré l'idée d'un pays en déclin, en déclassement. Des masques, on n'en avait pas. Des vaccins, on n'a pas su en produire. Les comparaisons internationales, si elles n'ont jamais été catastrophiques, ne sont pas forcément flatteuses non plus. Et donc,
a pu se diffuser ainsi finalement l'idée d'institutions moins performantes, dysfonctionnement, ne jouant plus pleinement leur rôle, avec l'idée que plus rien ne fonctionne véritablement et que tout part à volo. C'est le coup de gueule de Gérard Lanvin sur une chaîne de télé expliquant que plus rien ne marche en France. Et donc, on a du coup cette crise des institutions qui s'est engagée dans le domaine qui existait, qui s'est cristallisée sur le domaine sanitaire, et là qui est en train de basculer sur le régalien, c'est ce que disait Robert, avec notamment l'idée que la police, la justice ne jouent plus pleinement leur rôle, n'assument plus leur mission protectrice. Et évidemment, dans ce contexte, la tribune des militaires, elle sort sur un terrain d'opinion plutôt positif. La crise, elle a eu aussi un impact sur la pratique du pouvoir. Elle a, à l'évidence, renforcé, consolidé la verticalisation jupitérienne et macronienne. Parce qu'au fond, jamais depuis très longtemps, le politique n'était autant rentré dans notre quotidien. C'est-à-dire, il nous a dit à quelle heure on devait sortir, combien de gens on devait voir, combien de kilomètres on pouvait faire, à quelle heure on devait rentrer chez nous. Le politique, d'un coup, a contraint l'ensemble de notre vie quotidienne, ce qui était quelque chose auquel on n'était pas habitué. Et le pays a largement compris que la décision ne relevait pas d'une délibération commune, d'un débat collectif du Parlement, mais qu'elle relevait d'un seul homme, un et un seul. Et ainsi, 2, 3, 4 fois, on a été suspendu aux lèvres du président de la République, qui a fait des audiences absolument considérables, jamais vues, 30 millions, 35 millions, parce que justement, on était sur le quotidien. Et donc, il y a une forme de renforcement de la verticalisation. Et puis, en même temps, c'est déroulé, et c'est pour ça qu'on est content d'avoir M. Frati, une expérience innovante de démocratie, avec la Convention citoyenne sur le climat, dont il nous dira si elle mérite d'être réitérée, expérimentée, améliorée, généralisée. Évidemment, on va en discuter. Et tout ça forme au final, et je vais terminer juste avec quelques chiffres, une forme, pour moi, de maelstrom d'émotions. Il y a des émotions dans tous les sens, plutôt négatives, vous allez le voir, et sans doute avec des effets souterrains qui peuvent être dangereux, qui pourraient provoquer un accident électoral sans doute, mais dont il est aussi difficile d'entrevoir tous les effets. Mais en tout cas, cette présidentielle arrive dans un climat d'émotion collective qu'on n'a jamais vu, qui est très sombre et qui a un contexte important. Je vais vous les montrer. Si Sacha, tu peux envoyer la première slide. Voilà. Quand vous pensez à la politique, qu'est-ce que vous éprouvez d'abord? Vous voyez, c'est une question de février 2021 et vous voyez que les termes sont forts. Alors ça, la crise, ce n'est pas la crise qui l'a créée, c'était exactement à peu près la même chose des années précédentes, mais on est quand même à des termes très forts de méfiance, de dégoût, d'ennui. Et vous voyez que les termes positifs sont relativement peu cités, ce qui nous fait un total de 77% de sentiments négatifs. Deuxième slide, on va voir que la gestion de crise. Ah oui, pardon, j'avais oublié celle-ci. On est aussi dans un contexte de coupure assez radical entre personnel politique, gouvernant et gouverné, puisque vous voyez ce chiffre qui est terrible et qui explique beaucoup de choses, c'est que 7 Français sur 10 considèrent aujourd'hui que les responsables politiques se servent avant de servir l'intérêt général. Ça nourrit et ça amplifie évidemment les fractures. Troisième slide. Les émotions à l'égard de la manière dont l'exécutif a géré la pandémie. Vous voyez encore là que les mots sont très forts. C'est la colère, c'est le désespoir, c'est la honte, c'est la tristesse, c'est la peur. Jamais le gouvernement n'a à peu près dépassé un tiers de confiance dans sa gestion de la crise. Et vous voyez que de manière souterraine, quand on ne demande pas aux gens un jugement rationnel pour savoir s'ils approuvent, désapprouvent telle initiative ou tel acte, on est sur des sentiments quand même très forts, puissants et largement partagés. Quatrième slide, pour illustrer ce que disait Robert sur la fatigue démocratique. Quand il pense à l'élection présidentielle, d'un Français sur 2 est indifférent. On retrouve là une des thèses de Brice Teinturier, qui est le directeur général d'Ipsos, sur ce qu'il appelle les PRAF, plus rien à faire, plus rien à foutre. Et évidemment, quand à un an de l'élection, vous avez un Français sur 2 qui n'a plus rien à faire, plus rien à foutre de cette élection, ça laisse ouvert un certain nombre de scénarios improbables, imprévisible, et ça rend l'élection extrêmement volatile. Et puis vous voyez qu'ensuite viennent le dégoût et que l'espoir, l'enthousiasme sont très peu cités par moins d'un Français sur 10. Quand on regarde maintenant les émotions plus personnelles, c'est-à-dire le pronostic sur l'avenir, on a titré ça année folle ou année sombre parce qu'on est entre effet de rattrapage et désespoir. Ce qui prime pour les mois qui viennent, c'est quand même l'espoir.
mais pas pour une majorité, mais pour une proportion assez considérable. Évidemment, l'espoir de retrouver la vie normale, l'espoir de partir en vacances, l'espoir de retrouver ses amis, ses proches, enfin, on comprend bien ce qui nourrit cet espoir. Mais vous voyez que derrière cet espoir, ce sont encore quand même plutôt des affects plutôt négatifs, la peur, évidemment, de l'avenir, la tristesse, sans doute, de ce qui s'est passé ou de ce qui est en train de se passer, le désespoir, peut-être pour des raisons économiques ou de situations personnelles. Donc là, on est dans une tension, on est entre un espèce d'individu un peu plus optimiste pour lui-même que pour la société, mais avec encore pas mal de relents négatifs. Et dernière slide, la tension entre verticalisation et horizontalisation du pouvoir, elle me paraît majeure dans l'élection qui vient. Il y a un besoin d'autorité. Robert l'a dit très clairement avec le chiffre impressionnant. 82% des Français adhèrent à l'idée selon laquelle on a besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre. Et vous voyez bien qu'en ce moment, tout le débat régalien sur la sécurité, sur la justice vient nourrir cette idée-là, qui va avec celle du déclin, pour ne pas dire de la perception, en tout cas de la représentation du déclin et du délitement d'un pays. Et dans le même temps, deuxième slide, alors c'est un peu moins fort, mais quand même, on a près de 2 tiers des Français qui considèrent que la démocratie fonctionnerait mieux si les citoyens étaient associés de manière directe aux grandes décisions. Donc, si on fait juste un peu de cuisine de sondage, ce n'est pas le même terrain, mais enfin, ça veut dire que le 82 et le 64, ça veut dire qu'il y a des gens qui répondent les deux à la fois. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même demande politique. Hein. On sait quand même que l'ordre est une demande plutôt RN, mais le fait qu'effectivement on soit à 82% montre qu'elle est beaucoup plus large que cet électorat-là. On sait que la démocratie directe, participative était évidemment plutôt demandée et réclamée à gauche, mais le 64% montre que c'est également au-delà. Et donc, une des questions qui va se poser, effectivement, c'est quelle attente va l'emporter sur l'autre dans la présidentielle? Est-ce que c'est un pouvoir vertical, autoritaire, ou est-ce qu'effectivement c'est une innovation démocratique, une révolution démocratique pour trouver d'autres formes d'association des citoyens? Et donc, ma question sera pour vous, Madame la députée, pour vous donner la parole. Alors, j'allais dire, est-ce que sur le terrain, mais je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de terrain depuis un an, malheureusement, mais enfin, j'imagine quand même que vous avez des réseaux sociaux et des contacts. Est-ce que vous avez ressenti ces formes d'émotions un peu négatives, un peu lourdes, et quel regard vous portez là-dessus et sur les conséquences qu'elles peuvent avoir avec votre regard de député sur la présidentielle qui vient? Merci pour l'invitation et pour cette introduction qui est très, très intéressante et complète. Donc oui, moi de mon côté, j'ai ressenti exactement les deux mêmes tendances dont vous parlez, qui se sont aggravées ou qui se sont approfondies au cours de la crise, qui ne sont pas des émotions qui viennent de nulle part, hein, mais qui se sont approfondies au cours de la crise. Donc je pense à cette question de la défiance, évidemment, envers les élites politiques, envers les institutions. Et cette défiance, elle a été exacerbée par cette verticalité des décisions dont vous avez parlé, une gestion de la crise qui a été par moments maladroite, avec des ministres qui se contredisent, avec l'absence de l'association des maires, des corps intermédiaires, avec une prise de décision qui était très opaque, hein, centralisée autour de ce Conseil de défense, avec un Parlement aussi qui a été vraiment réduit à une sorte de chambre d'enregistrement et qui a cédé son pouvoir législatif à plusieurs reprises, notamment concernant des droits fondamentaux, hein, des libertés publiques. Donc, ce qu'on voit autour de ça, c'est que la parole publique a vraiment perdu sa valeur, pas seulement celle des élites politiques et des dirigeants, mais aussi des médias traditionnels, de toutes les institutions un peu, entre guillemets, mainstream, et que ça a pu par moments prendre des formes inquiétantes quand on a vu le développement par exemple du complotisme, la diffusion de plus en plus d'idées complotistes. On a vu passer cette vidéo Hold Up, énormément de théories du complot de ce type.
J'en parle parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus avec Mathieu Orphelin. On a fait toute une série d'auditions sur cette question qui est explosive et qui est très délicate, très complexe. Il ne faut pas la prendre à la légère. Et je fais un peu de teasing. On va sortir notre rapport dans quelques semaines, donc on pourra partager avec vous des recommandations sur ce sujet. Mais justement, par exemple, pour compléter un peu les chiffres qui viennent exactement du même sondage du Cevipof dont vous parlez, il y a des chiffres marquants là-dessus. 36% des Français considèrent comme probable que le ministre de la Santé, en accord avec les grandes industries pharmaceutiques, cacherait la véritable nocivité des vaccins. Voilà, ça c'est un des chiffres. L'autre, 42% considèrent comme probable que la crise fournit un prétexte au gouvernement pour surveiller et contrôler la population. Donc voilà, toutes ces questions sont assez impactantes, hein, mais ce qu'il faut vraiment, c'est comprendre d'où viennent ces sensations et ces prises de position. Il y a par exemple la philosophe Cynthia Fleury a beaucoup réfléchi là-dessus et elle nous dit que le complotisme a toujours été utilisé dans des périodes de crise pour sécuriser, pour rassurer, pour offrir des clés de compréhension vraiment à la population sur ce qui se passe. Et en fait, il se renforce lui-même parce que à mesure qu'il est attaqué, il se défend et il prend de plus en plus de poids. Donc, c'est vraiment une dérive qui est compliquée, qui est à prendre au sérieux parce qu'elle entraîne avec elle le manque de légitimité et de crédibilité de tout l'appareil de l'État et de toute notre République, de toutes nos institutions. Et donc voilà, et d'où vient ça? Ça vient de cette méfiance, du manque de transparence dans la prise de décision, du manque d'association des différents acteurs, vous en avez parlé aussi, du dialogue, de la capacité de dialogue qui a été perdue, de compréhension mutuelle et aussi de rapport à la science, etc., à l'apprentissage du questionnement aussi des sources d'information, etc. Et donc, il faut totalement sortir des positions de mépris vis-à-vis de ce phénomène et vraiment essayer de le comprendre à la source parce qu'il dit énormément sur le lien entre les Français et la politique en temps de crise sanitaire, qui est le sujet qui nous importe aujourd'hui. Et donc, le deuxième volet, donc il y a cette méfiance et cette défiance qui s'installe et qui devient de plus en plus dangereuse. Et le deuxième volet, c'est sur une touche un peu plus positive, le fait que les ressorts de mobilisation, ils existent toujours. Malgré une lassitude, malgré ce contexte sanitaire, il y a eu, vous l'avez décrit au tout début, un élan de solidarité. Nous, on a vu à chaque moment où on a proposé aux Français de participer, ils l'ont fait. Nous, on avait par exemple organisé au début du confinement une grande consultation sur ce fameux jour d'après. On avait eu une participation qui avait dépassé toutes les attentes. Voilà, on a vu qu'autour de la Convention citoyenne aussi, l'engouement était vraiment là. Et Grégoire pourra nous en dire un mot, même après des frustrations par rapport à ce type de dispositif de participation citoyenne, même après le grand débat qui avait été, dont les annonces n'avaient pas été à la hauteur peut-être de la participation des citoyens, même à chaque fois, les citoyens reparticipent, ont envie d'y croire. Donc, ça donne vraiment une certaine sensation de vouloir être à la hauteur et en responsabilité. Et cette mobilisation, on l'a vu aussi au niveau de la jeunesse. Une jeunesse qui a été beaucoup impactée par le Covid. En discutant avec des jeunes d'organisations, d'associations de jeunesse, ils nous disaient au début, on avait très peur que toutes nos actions tombent à l'eau parce que les jeunes sont isolés, parce qu'on n'arrive plus à se rencontrer, parce qu'ils sont un peu déprimés aussi, ils pensent à autre chose, etc. Et pas du tout. Ils nous disaient finalement, les marches climat, finalement, on a trouvé d'autres façons de se mobiliser sur les réseaux sociaux, en ligne, de la même façon qu'on a tous dû télétravailler et travailler en ligne, en distanciel.
la mobilisation aussi s'est transformée, a changé de forme. On a vu les mobilisations sur les questions des libertés publiques aussi par rapport à la loi sécurité globale. On a tous compris la valeur des libertés publiques pendant cette crise qu'avant on prenait peut-être pour acquis, hein, et ça a vraiment mis la lumière là-dessus. Donc voilà, moi je vois deux tendances. Une, celle de la défiance, voilà, qui devient de plus en plus inquiétante parce qu'elle pourrait tout emmener avec elle. Et une deuxième qui est quand même cette lueur d'espoir avec une volonté de se mobiliser qui est encore là. Et donc, à la croisée de ces deux tendances, moi, ce que je vois émerger, c'est un peu cette envie de, comme on dit, take back control. Hein. C'était la devise du Brexit anglais qui, outre qu'elle ait servi à cette campagne en particulier, c'était un mot d'ordre très bien trouvé en termes de communication politique. Et je pense que ce take back control, il peut servir le populisme de droite, mais il peut aussi être réinventé et il peut servir d'autres types de causes. C'est tout simplement l'idée que les citoyens, comme ils ne font plus confiance, ils veulent eux-mêmes gérer les affaires publiques et ils veulent avoir plus de contrôle, ils veulent avoir plus de maîtrise. Et donc ça, on peut le leur offrir avec toute une série de réformes, de démarches, de dispositifs, d'attitudes aussi que doivent avoir les responsables politiques, dont je pourrais vous parler, mais je ne veux pas accaparer la parole. Peut-être si on n'est qu'au stade là du constat, je pourrais vous partager avec vous plus tard mes recommandations, mes exemples de pistes de travail. Oui, parfait. Là, on reste sur le diagnostic et puis on va faire parler l'ensemble des intervenants, puis après on reviendra sur vos sujets, notamment pour le débat. Donc, on va donner la parole à Monsieur Frati, qu'on est ravi d'avoir parmi nous, avec au fond deux questions. On est très content de vous attendre parce qu'il s'est dit beaucoup de choses à la fois positives et négatives sur la Convention citoyenne. Donc, rien de mieux qu'un regard intérieur pour démêler le vrai du faux. Et puis, en revenir quand même à notre sujet, effectivement, et donc aux conséquences politiques de la crise et à nouvelle forme d'association des citoyens à la décision. Donc, la première question, c'est est-ce que cette expérience vous fait plutôt dire que ce type de convention, ce type d'association est un vrai levier pour restaurer la confiance entre gouvernés et gouvernants? Est-ce que ça marche? Surtout au vu du résultat. Surtout au vu du résultat. Et puis, est-ce que vous pensez que c'est effectivement sur une expérimentation qui pourrait être généralisée à réitérer sur d'autres sujets et grandes problématiques qui intéressent l'opinion? C'est vraiment un témoignage qu'on a envie d'entendre et je vous donne tout de suite la parole, monsieur. Bonjour à tous, merci beaucoup de me recevoir et de me donner l'occasion de raconter un peu ce parcours citoyen inédit en fait, que j'ai eu l'occasion de vivre. Et je vais vous le partager du coup sous forme de témoignage parce qu'en fait des conventions, il y en a eu 150 à travers les 150 perdus aux citoyens. Moi je vais vous donner mon point de vue. Vous verrez qu'il n'est pas dénué d'un brin d'optimisme malgré tout sur cette année passée parce que moi je pense qu'on a réussi à faire fonctionner 150 citoyens lambda en politique. Donc voilà, la question de la démocratie directe, elle est venue me percuter directement lorsque j'ai été tiré au sort il y a un peu plus d'un an maintenant, c'était avant le Covid, et la période de Covid a allongé notre mandat de tirer au sort. Loin d'être investi dans la vie publique, avant j'étais plutôt adepte de week-end canapé ou de balade sur mon littoral normand. Je faisais de ces citoyens justement désintéressés de la chose publique. Je me retrouvais pas mal dans les chiffres qui ont été présentés un peu plus tôt. J'étais capable de m'enthousiasmer pour des élections présidentielles, mais finalement je retombais assez facilement dans une passivité totale en me plaignant de ne pas être écouté, d'être déçu et finalement en fait de me retrouver à hésiter à aller voter. Alors, loin de me poser des questions sur comment régler cela, moi, je n'imaginais pas encore, il y a 18 mois, que je deviendrais un ardent défenseur d'une démocratie participative, de la participation citoyenne, et même que j'écriverai un ouvrage sur mon parcours de citoyen pour inciter nos institutions à se renouveler, car donc voilà, moi, j'ai été tiré au sort. J'ai pu expérimenter avec 149 autres citoyens cette démocratie vivante, cette démocratie directe, en fait, où l'on demande aux citoyens de faire politique, dans le sens noble du terme.
On a tiré au sort des gens lambda avec une représentativité statistique. Il y avait 48% d'hommes parce qu'en France, il y a 48% d'hommes. Voilà. Il y avait des personnes qui étaient en très très grande précarité et des cadres supérieurs. C'était une assemblée française à la représentation et à la représentativité française. Et on a fait de nous des demi-experts sur les questions du climat et de la justice sociale. On nous a mis en situation de quasi-législateurs en relation directe avec les corps intermédiaires, les ministères, les parlementaires. On a fait 9 mois de travail citoyen, entre auditions, travail au fond, rencontres dans les territoires, un boulot d'élu en fait, mais sauf qu'on n'était pas élus, on était tirés au sort. Alors les citoyens que nous étions, on a été propulsés malgré nous au cœur des institutions pour faire bouger des lignes climatiques, c'était notre mandat, mais aussi des lignes démocratiques, j'y reviendrai. Et notre objectif, c'était d'essayer de trouver une solution à ce qui bloque pour faire avancer la transition climatique, et voilà, ça a été un vaste programme pour nous. Moi, j'en ai quand même un aspect positif de cette expérience, que pour moi, cela fonctionne. Des solutions, par exemple, sur la question climatique, on en a trouvé 149. Et on a travaillé avec des notions que je prenais un peu pour des fantasmes intellectuels. On a travaillé par consensus, avec de l'intelligence collective. Et en fait, ça fonctionnait alors qu'au départ, j'étais quelqu'un de très sceptique justement sur ces notions de tirage au sort et de travail collectif. J'imaginais qu'à 150 dans une pièce, on se taperait dessus, et finalement non, on s'est engueulé, oui, mais on a avancé, on a construit, on a pu faire débat, on a pu faire une construction politique, et on a pu se mettre d'accord. Et il est intéressant de noter que nos propositions, qu'on a débattues pendant des mois et des mois, ont été votées à 80-90% en interne. C'est-à-dire qu'on va mettre d'accord le SDF, le pilote de ligne, le retraité, l'agriculteur. Et notre légitimité de tir au sort, qui faisait douter certains, en fait, a fut appuyée, du coup, par la suite, par la légitimité de notre travail. C'est-à-dire qu'on a fait une production qui était sérieuse, complète, technique. Et oui, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ce qui a été produit, mais on en débat sur le fond. Et ça, c'est notre victoire. C'est-à-dire qu'on est passé du citoyen lambda tiré au sort au citoyen compétent et technicien qui peut porter des idées fortes. Et je ne vais pas m'attarder sur le fond de nos mesures, de leur reprise politique ou non, de savoir quel était notre mandat sur le sans-filtre promis, mais le point qui, je pense, peut venir interroger nos institutions, c'est quelle est la place justement du citoyen dans cette construction? Comment on a pu faire bouger ces lignes? Car associer des citoyens pour écrire la loi, c'est inédit, surtout à ce niveau-là. Entre les lobbies, les experts, les politiques, on a rajouté du citoyen. Et ce n'est pas un gros mot, car on a su démontrer qu'on était utile pour faire bouger ces lignes, ces ambitions, pouvoir alerter. Et ce ne fut pas une sinécure pour nous. Parce qu'il a fallu nous convaincre nous-mêmes d'abord, et je pense que c'est un des premiers blocages, parce qu'il faut se rendre compte que le premier frein, c'est le citoyen lui-même. On n'a pas suffisamment confiance en nous, et c'est là tout le jeu de la démocratie représentative, élire des gens meilleurs, plus compétents pour décider à notre place. Et une discussion citoyenne est souvent ramenée à tort au café du commerce, comme si la vie du citoyen ne comptait pas. Et finalement, moi je me suis rendu compte, la buvette de l'Assemblée nationale, c'est juste un café du commerce un peu plus classe, mais les parlementaires ont beau jeu de nous le rappeler à longueur de temps, ce sont des citoyens aussi. Mais donc voilà, je pense que les paroles peuvent se confronter. Des citoyens lambda avec des points de vue, des forces, des faiblesses. On n'est pas meilleurs qu'eux, ils ne sont pas meilleurs que nous. Et c'est ça aussi la démocratie. Le citoyen lambda donc a des choses à dire, à porter. Il faut qu'il se fasse confiance. Et c'est cela l'engagement, porter des idées fortes pour faire bouger des lignes. Et la démocratie y gagne de cet engagement citoyen. Je vais faire vite pour conclure. Il a fallu aussi convaincre nos élus. En fait, on se rend compte qu'il y a une sphère politique qui était très sceptique, souvent pas assez curieuse, sur justement ce que pensent les citoyens, de la manière dont il faut aller les chercher. Donc nous, ces politiques, on est allé les chercher, on allait leur parler, les convaincre, les rassurer sur leur rôle de citoyen. Il a fallu les rassurer sur ces nouveaux modes de démocratie. On voulait faire ensemble, avec nos légitimités diverses, pour construire une politique cohérente et efficace. Et il a fallu leur prouver que le citoyen ne voulait pas remplacer les élus, qu'on voulait co-construire, qu'on était là pour alimenter leur réflexion, qu'on était une force propositionnelle, non décisionnelle. Ça a été un long parcours pour nous, petits citoyens, d'aller bouger ces lignes démocratiques. Et le temps passant, les auditions s'attardèrent de moins en moins sur qui vous êtes, pour dire en fait qu'est-ce que vous avez à dire. Et même si aujourd'hui on sent encore des réticences, on l'a vu hier soir encore au Sénat où les citoyens ont été critiqués ou spiés, presque insultés pour être juste ce qu'on était en fait, des citoyens tirés au sort qui avaient fait une proposition de réforme constitutionnelle. Voilà, je pense que cette crainte a créé de la distance entre les Français et les institutions. Je pense qu'il faut donner des gages aux Français pour leur montrer qu'ils sont aussi des acteurs politiques, qu'ils ont leur place.
Ainsi, en leur faisant confiance, ils se feront davantage confiance eux-mêmes et on arrivera, je l'espère, et je le dis avec un optimisme assumé, nous arriverons à co-construire citoyens et politiques. Et c'est ce qui a fonctionné avec la Convention citoyenne. Ça explique notre mobilisation encore actuelle aujourd'hui. 9 mois de convention, on est à 10 mois d'investissement après. On a une grande partie de nos citoyens qui sont présents aujourd'hui sur des listes électorales pour les départementales, les régionales. On a une association qui regroupe 130 de ces 150 citoyens. Preuve que l'engagement, ça fonctionne. Voilà, moi je pense que la Convention citoyenne, sur le côté climatique, on peut encore discuter de savoir si c'était une réussite ou non, mais sur le côté démocratique, oui, c'est une victoire parce qu'on a réussi à prouver que le citoyen pouvait faire. Et ça, déjà, je pense que c'est une nouveauté dans notre démocratie. Donc oui, moi j'en appelle à d'autres conventions citoyennes. On était les premiers, qu'on ne soit pas les derniers. Merci beaucoup. Juste deux petites questions, puis je donne la parole à Madame Ridel. Vous avez fait un plaidoyer absolument passionnant et enthousiasmant. Et au fond, en vous écoutant, on se dit, le truc qui est un peu merdé là-dedans, c'est que le politique n'a pas fait confiance aux citoyens, in fine. C'est-à-dire que ce soit le gouvernement, ou là, vous avez cité le Sénat, qui était un peu méprisant, et qu'au fond, le processus a chopé non pas sur la volonté des citoyens, leur engagement, leur intelligence collective, mais sur la réaction du politique, en fait, qui a regardé ça, on pourrait dire, peut-être plus comme un gadget que comme une vraie co-construction, une vraie co-décision. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Puis je vais poser la question que Madame Forteza a posée par écrit. S'il y en avait une nouvelle et que vous étiez tiré au sort, une nouvelle convention citoyenne proposée par Macron et que vous étiez tiré au sort, est-ce que vous y participeriez cette fois encore? Je vais commencer par la deuxième question. Alors, si j'étais tiré au sort, je pense que je laisserais ma place parce que je pense que tous les citoyens devraient un jour participer dans leur vie à une convention citoyenne. Donc, j'aurais eu envie de participer, ce serait ma femme, je dirais oui, vas-y, mais moi, je considère que c'est plus à moi d'y aller. J'ai fait mon job de citoyen et malheureusement, je suis plus un citoyen lambda, comme vous l'avez dit, je sais voilà, dérouler un plaidoyer. J'ai plus cette fraîcheur citoyenne de celui qu'on allait chercher dans son canapé. Donc, non, je laisse ma place aux autres, mais avec grand plaisir. Et s'ils ont besoin d'aide, là-dessus, je veux bien pousser. Oui, je pense que la vraie question, c'était quelle place on fait aux citoyens dans la politique. Et c'est là où on a bien senti qu'on était les premiers, qu'on était une convention citoyenne expérimentale. Personne ne savait comment nous appréhender. Moi, par exemple, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est de voir à quel point les lobbies nous ont laissés tranquilles. Parce qu'en fait, ils ne savaient pas quel poids on donnerait à ces citoyens, quelle serait leur volonté, quelle serait leur construction. Et pour les politiques, ça a été pareil. Ils ont découvert, lorsque le président Macron a dit « en fait, je ne pose que 3 jokers », ils ont découvert qu'on allait peut-être avoir un poids dans le débat en tout cas, même si on n'a pas forcément le poids qu'on voulait dans la législation, mais on a eu un poids dans les débats. Les questions climatiques ont infusé, les marches climat, il y en avait encore ce week-end, elles mettent des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Donc oui, on fait débat, oui, on a réussi notre job démocratique, et je pense que le politique a besoin d'être bousculé par ses citoyens. Moi, je pense qu'on y arrivera. Et je pense, d'ailleurs, après une analyse qui ne vaut que ce qu'elle vaut, qu'il y a une question aussi générationnelle, parce que moi, j'ai vu des parlementaires de droite prêts à dire oui, la démocratie participative, il faut essayer. J'ai vu des sénateurs, au bout de leur 4e mandat, qui sont plus à gauche, dire non, moi, je suis citoyen, moi, je suis élu, c'est moi la légitimité. Donc, je pense qu'il faut réinterroger cette question de la place du citoyen. Mais j'ai bon espoir sur le fait qu'en avançant, les choses s'améliorent. Merci beaucoup. Madame Ridel, on va vous donner la parole. Déjà, vous laissez réagir évidemment à ce qui vient d'être dit, puisque vous êtes une spécialiste des nouvelles formes démocratiques, ou en tout cas de l'innovation démocratique. Donc, nous dire ce que vous avez pensé de ces témoignages, nous dire peut-être ce que vous pensez, vous, de l'efficacité ou de la réussite de conventions citoyennes comme moyen d'associer les citoyens à la décision politique. De nous présenter peut-être d'autres idées d'innovation démocratique, puisque par exemple, vous avez écrit un certain nombre de choses sur le jugement majoritaire, que vous pourrez peut-être vous expliquer rapidement, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. Et puis, dernière question, ça en fait beaucoup, mais est-ce que vous pensez que justement, c'est l'innovation démocratique qui, sur l'élection qui vient, peut à un moment contrer les voix sombres de la demande d'autorité et de la demande de chef et se poser ou se constituer en alternative crédible? Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation et vos propos d'introduction qui étaient fort stimulants. Je répondrai à votre dernière question, non. Pour moi, le problème auquel nous faisons face n'est pas tant institutionnel, même si nos institutions sont largement dysfonctionnelles. Il y a une hyperconcentration
des pouvoirs dans la main du président de la République. Le Parlement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement. Bon, il y a un problème de respiration démocratique qui est inexistante et d'hyperconcentration de la responsabilité. Néanmoins, je ne crois pas que c'est en multipliant les conventions citoyennes ou les dispositifs de démocratie participative que nous sortirons de la nasse. Pourquoi ? Parce que je crois que le problème est davantage politique qu'institutionnel. Et il ressort de l'impuissance publique parce qu'en réalité, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, le chômage, l'insécurité, la désindustrialisation, l'immigration, etc., ce sont des problèmes qui existent depuis 30 ans et dont les Français ont l'impression qu'ils ne sont pas réglés par aucune majorité depuis 30 ans, même si voilà, les tons varient. Donc, pendant un moment, on a constaté notre impuissance, puis ensuite, on a essayé d'imiter d'autres modèles. On a beaucoup parlé du modèle allemand. On a essayé de regarder ceux qui faisaient mieux et tenter de les imiter. Et aujourd'hui, c'est comme si on avait un peu baissé les bras. On n'a toujours pas de nouveau modèle français qui nous est proposé. On a l'impression d'une France qui, depuis 40 ans, n'arrive pas vraiment et n'a pas réussi son entrée, entre guillemets, dans la mondialisation, n'a pas réussi à se positionner. On est à la fois un des peuples qui rejetons le plus la mondialisation, qui sommes protectionnistes, on va dire, plus que d'autres. C'est Jacques Attali qui dit que c'est parce que notre ville principale n'est pas un port, et donc on est assez conservateur, que nous sommes un pays rural, mené par le roulis des saisons, etc. Bon. Mais le fait est que le Grand Paris, qui était celui de Raymond Barre dans les années 80, qui constatait que la France était une carpe, donc un poisson qui est au fond de la mare, qui nage dans la vase, devait devenir un brochet. Donc vraiment se jeter dans la mondialisation et essayer de manger les autres poissons et de naviguer dans les eaux avec beaucoup d'aisance. Nous ne sommes pas parvenus à faire ça. Et donc si aujourd'hui il y a une demande d'autorité, une fatigue démocratique, comme le disait Robert, c'est parce qu'il y a une impuissance de l'État. Donc les gens se disent, bon, bah, la démocratie, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que si vous multipliez les conventions et ça ne répond pas au problème. La démocratie, ça ne marche pas, donc on va essayer autre chose. Essayons l'autorité. Et c'est très prégnant chez les jeunes, notamment, puisqu'on voit que Marine Le Pen atteint des scores très élevés, notamment chez les personnes les plus jeunes, qui n'ont connu que la démocratie, qui ne savent pas ce que c'est que de ne pas être en démocratie, qui se disent, bon, bah, la démocratie, ça ne marche pas. On va essayer autre chose. Et c'est vrai que c'est un moment très dangereux, où la pandémie vient se greffer à ça. Où la France est un pays humilié parce que, vous l'avez dit en introduction, on a l'impression d'un déclassement, on a l'impression d'avoir manqué, on n'avait pas de masque pendant des mois, puis après on n'a pas eu de vaccin, notre grand laboratoire Sanofi n'a pas réussi à en faire un. Après, il y a eu la campagne de vaccination très lente, technocratique, avec cette histoire de consentement, de visite préalable obligatoire, d'avis de je ne sais quel conseil, etc., alors qu'on était dans un état où les gens étaient enfermés chez eux et ne comprenaient pas pourquoi ça allait si lentement. Donc, il y a un sentiment profond d'humiliation, je crois. Ça, c'est pour le tableau un peu noir. Mais je crois qu'à la fois, nous sommes dans un grand moment d'opportunité et d'accélération de l'histoire. On a beaucoup dressé de parallèles avec la Seconde Guerre mondiale. Alors, ça m'amuse beaucoup parce que quand on était dans la crise économique en 2008, on disait c'est la crise de 29. Après, quand la Russie a envahi l'Ukraine, qu'il y a eu cette espèce de retour de l'histoire, on a dit ah, bah, c'est les années 30. Et puis maintenant, le Covid, on dit ah, bah, c'est 1945 parce qu'il y a eu une expérience commune à des millions de personnes dans le monde, voire des milliards, parce qu'il y a eu des morts par milliers, parce qu'on était dans le quoi qu'il en coûte, dans l'endettement. Et donc, et par ailleurs, il y a eu aussi, comme dans la Seconde Guerre mondiale, une accélération des dynamiques géopolitiques en cours, avec une sorte de Chine qui sort renforcée de la crise, qui s'affirme plus que jamais, avec un peu d'agressivité, et qui se place progressivement dans une sorte de guerre froide avec les États-Unis, comme après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis s'étaient placés dans une guerre froide avec la Russie. Enfin bon, on peut dresser plein de petits parallèles comme ça. Comparaison n'est pas raison, mais ça stimule un peu la pensée et ça permet d'entrevoir le moment d'opportunité qui s'offre à nous avec un impératif de reconstruction
très, très fort et d'affirmation aussi géopolitique de notre indépendance européenne, française. Donc moi, je crois qu'on passe vraiment d'un monde à l'autre et que les choses ne pourront pas tout à fait être comme avant. Après avoir dit quoi qu'il en coûte et les gens, ils ont eu l'impression que l'argent est tombé du ciel, on ne pourra pas leur dire qu'il faut repasser tout de suite à l'austérité. Après les fermetures, les privations ultimes de liberté, on ne pourra pas non plus leur expliquer que l'État n'est pas capable de prendre des mesures fortes. Donc il y a comme ça des perceptions qui vont changer. Et il faut bien voir ce qui est en jeu, comment le monde se transforme sous nos yeux, avec la mondialisation qui va en sortir profondément changée, avec la révolution numérique qui s'est accélérée radicalement, et avec la rivalité géopolitique Chine-États-Unis. Donc je crois qu'on rentre vraiment dans un nouveau monde, et l'élection présidentielle française vient se greffer là-dessus. Donc ça risque de nous déstabiliser peut-être, mais c'est aussi un moment pour des gens audacieux et progressistes qui auront quelque chose à proposer aux Français avec un programme qui tourne, je pense, autour de l'idée de reconstruction et de redressement. Ça peut être aussi une opportunité pour ça. Voilà, mais pardon, je n'ai pas parlé du jugement majoritaire, mais je crois pour autant que c'est une solution pour 2022, donc je serais ravie d'en parler après. Merci beaucoup à tous. Très clairement, c'est une intervention extrêmement stimulante. Je pense qu'effectivement, elles abordent un certain nombre de sujets, y compris à travers aussi les éléments que Samuel a partagés avec nous. Alors moi, j'ai une première question qui est aussi un sentiment sur le sujet. On a l'impression, et Samuel l'a un peu présenté comme ça, qu'il y a une forme paradoxale entre la verticalisation et l'horizontalisation, c'est-à-dire cette demande d'autorité, etc., et puis la demande de démocratie directe. Alors, je veux dire deux choses par rapport à ça. Une première chose qui m'inquiète, qui est de considérer que s'il y a telle cohabitation entre les deux, ce qu'on appelle effectivement l'horizontalisation, voilà, peut être aussi une forme d'expression du populisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, je crois qu'il faut faire très attention à l'idée qu'il y ait ces deux mouvements-là, c'est-à-dire que la solidarité, cette horizontalité, peut être aussi une horizontalité de forme populiste au sens de on n'a plus besoin des corps intermédiaires, on n'a plus besoin d'avoir des médiations, etc., etc. On a besoin d'un chef. Et après, sur le besoin de chef, là, je vais avoir une vision optimiste, c'est est-ce qu'on a besoin de chef ou est-ce qu'on a besoin d'un projet porté par un chef? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'on a besoin d'une vision portée par un chef? Et là, déjà, je dirais, on ouvre à quelque chose d'un peu plus optimiste, mais qui, objectivement, casse un peu une culture française. On peut considérer peut-être que le président Hollande a été une parenthèse sur le président normal, etc., mais vraiment de providentiel, quoi, quel est le candidat du corps céleste de Kantorowicz, quoi, ça là. Donc, il y a ça. Donc, si vous voulez réagir sur ce côté, il y a un risque de populisme horizontal qui va aussi, effectivement, ce qu'on a pu aussi considérer comme une partie d'explication des Gilets jaunes. Après, sur la démocratie et la représentation, je vais partager avec vous une espèce de blague vraiment extrêmement provocatrice que je fais assez souvent quand des journalistes me posent la question. On me dit, par exemple, est-ce que vous croyez aux conventions citoyennes? Alors, pas pour les mêmes raisons, mais j'entends bien ce que dit Chloé aussi. Je dis non, je ne crois pas aux conventions citoyennes. Alors, pourquoi vous ne croyez pas aux conventions citoyennes? Je dis parce qu'on a déjà tiré au sort 400 députés En Marche. Donc, si vous voulez, Paula, c'est vraiment du registre de la mauvaise blague et de la provocation. Mais si vous voulez, à un moment donné, je pense que le problème, c'est que on n'est pas à sa place, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce sujet de la place d'eux. Voilà. Et je pense qu'il faut remettre de l'ordre. Le Parlement a toute sa place, les députés ont toute leur place, le citoyen a toute sa place, mais on n'a aucun effort ou très peu d'efforts collectifs pour aujourd'hui, effectivement, avoir une vraie
réalité d'une reconstruction. Et je suis assez d'accord que ce n'est pas une reconstruction institutionnelle, c'est une reconstruction des pièces de la démocratie. Voilà. Alors je vois que Paula Forteza a disparu des… Voilà, alors j'espère que ce n'est pas ma mauvaise blague, qui n'était qu'une simple… Donc j'espère qu'elle va revenir. Voilà. Donc, Grégoire, sur ma… Et il y a autre chose sur la Convention citoyenne qui m'intéresse, qui est très pratique, très… Là, votre vécu, c'est que j'étais très intéressé par le sujet. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est le fait qu'on ait trouvé, que vous ayez partagé, finalement, des experts qui, finalement, ont réussi à vous parler, à construire des choses avec vous. Et on voit que, pareil, on va nommer un nouveau président du CESE dans 15 jours, là. Et on voit que c'est des endroits où on a du mal à retrouver ce type de débat et ce type d'expertise. Alors, Paula, j'étais très inquiet de votre disparition. Je pensais que c'était en réaction à ma très mauvaise blague, mais bon, vous me rassurez. Donc, je vois que vous avez du sens de l'humour, donc le sens de l'humour, c'est que ça va. Voilà. Donc, Grégoire, oui, peut-être revenir là-dessus et peut-être aussi en réaction à ce que dit Chloé sur les conventions. En fait, fondamentalement, je suis d'accord. Les conventions citoyennes, là, elles existent pour être des béquilles à la démocratie actuelle, à nos institutions actuelles. C'est parce que les institutions actuelles ne fonctionnent pas qu'on a besoin d'aller chercher des citoyens pour pallier un petit peu à la décision publique. Très concrètement, sur la question de la transition climatique, nos institutions, notre haute fonction publique nous a répondu une taxe carbone qui est venue se confronter au mur des réalités. Preuve qu'il y avait un gap entre le citoyen et la décision politique. Donc la Convention citoyenne, elle était venue pour régler ça. Mais idéalement, moi, j'aurais préféré rester de mon canapé et regarder une transition climatique qui se déroule dans le meilleur des mondes. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, il a fallu aller chercher ce trait d'union citoyen pour essayer de faire le lien entre nos territoires et les institutions, politiques. Donc oui, le citoyen a toute sa place et je pense qu'il faut la trouver, cette place. La Convention citoyenne, c'est une amorce de réponse. C'est peut-être pas la meilleure réponse. Peut-être qu'il y en a d'autres. Certains proposent le RIC. Il y a plein d'autres propositions de concertation ou d'associations citoyennes qui existent. Moi, je ne suis pas un fondamentaliste de la Convention citoyenne. Néanmoins, je pense que on commence à toucher du doigt quelque chose qui peut fonctionner, qui peut apporter ce qui nous manque pour faire ce trait d'union justement contre cet essoufflement démocratique. Après, je pense qu'il faut continuer à chercher, il faut essayer d'améliorer les choses, parce qu'il y a eu aussi des choses qui n'ont pas fonctionné, mais sans remplacer le politique, le citoyen a beaucoup de choses à dire. On n'est pas là, comme je le disais dans mes propos introductifs, on n'est pas là pour les remplacer, on était une force propositionnelle, pas décisionnelle. J'insiste dessus. Il ne faut surtout pas enlever la décision politique aux élus, parce que c'est leur mandat, c'est leur vocation, et le citoyen est plus là pour apporter quelque chose en plus. Pour répondre à la question sur la place des experts, oui, effectivement, les experts ont eu une place à la Convention citoyenne, parce qu'on n'était pas 150 citoyens en vase clos qui avaient dû réinventer la poudre. Non, on était là pour interroger tout le monde, interroger les élus, interroger les experts, interroger le personnel administratif, interroger les citoyens. On était là en fait pour faire un vrai travail de compilation pour au contraire apporter quelque chose de nouveau dans l'architecture, mais pas dans le fond. On n'était pas là pour réinventer une taxe carbone, on n'était pas là pour inventer une nouvelle manière d'isoler les bâtiments, on était là simplement pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et proposer des mécanismes alternatifs, parfois qui sont utilisés dans certains territoires, parfois dans certains pays, parfois des choses anciennes qui n'ont jamais été adoptées. Et c'est cette nouveauté-là qu'on a voulu pousser, qu'on a pu pousser, et qui parfois a fait écho. Parfois a fait écho parce que voilà, il y a sur la rénovation thermique des logements des choses qui existaient, qui n'étaient pas mises en place ou qui ne fonctionnaient pas. Un exemple très concret qui montrait qu'en fait, de remettre un peu de citoyen dans la boucle permettait de lever ce levier d'acceptabilité. Donc voilà, je pense que le citoyen il a sa place à partir du moment où il est accompagné, formé, informé. Il faut lui laisser sa place en co-construction, en proposition. Je ne crois pas à un Sénat tiré au sort, à une Assemblée nationale tirée au sort. Certains le promeuvent et je peux l'entendre parce qu'effectivement, je peux entendre cet essoufflement de cette démocratie des élus. Moi, je pense qu'on est là au contraire pour leur donner un nouveau souffle et il faudra faire ensemble, quoi qu'il arrive. Après, des conventions citoyennes tous les samedis, non. En revanche, sur des grands sujets de société, on peut penser à la fin de vie, à la légalisation du cannabis. Oui, je pense qu'il y a des sujets de société qui méritent un petit peu de citoyens dans la boucle. Merci beaucoup, Madame Forteza. On va vous donner la parole pour rebondir justement sur ce que vient de dire Grégoire sur l'essoufflement des élus et avoir là un peu votre vision et votre expérience de député, puisque
personnel, puisque malgré ce qu'a dit Robert, vous avez donc bien été élu et pas tiré au sort, et c'est ça qui nous intéresse. Et vous avez eu un parcours en plus où effectivement vous avez ensuite quitté la majorité. Donc est-ce que vous l'avez senti personnellement dans votre fonction, cette difficulté du lien avec les citoyens, cette difficulté de la représentation d'une part, et puis d'autre part, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est quand même aussi ça le sujet. Quand on dit quand Madame Riedel disait les jeunes se disent de plus en plus la démocratie ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a derrière une question de représentation. On le sait, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de diversité à l'Assemblée. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça et pour que la représentation et la démocratie marchent mieux? Exactement. En fait, je rebondis un petit peu sur ce qui s'est dit avant et je répondrai aux questions juste par la suite. Parce que je voulais quand même faire la différence entre cette sorte de schizophrénie dont on parle, des Français qui demandent un chef, mais qui en même temps sont anti-élite ou anti-système, se disent qu'à chaque fois, finalement, le pouvoir revient dans les mains de mêmes personnes, etc. Je crois que cette demande de chef, en fait, elle exprime plutôt ce dont parlait Chloé, qui est ce manque de puissance publique ou ce manque d'efficacité. Mais il ne faut pas que nous, de notre côté, voilà, des personnes progressistes qui veulent que la démocratie marche mieux, on fasse cet amalgame. Il faut vraiment qu'on arrive à séparer ce qui est l'efficacité des politiques publiques de ce qui est la démocratie. Déjà vu, par exemple, dans chronique à quel point tout s'est dépolitisé parce qu'on ne parlait que de pragmatisme, que d'aller trouver les meilleures solutions là où elles sont, etc. Et du coup, on perd et on désenchante aussi les gens parce qu'on perd cette vision, on perd ce récit, on perd ces références idéologiques. L'idéologie n'est pas un mauvais mot. On perd cette vision et on perd aussi cette représentation de la population, cette envie de plus de représentativité et d'un débat démocratique, contradictoire, complexe, vivant, etc. Donc, pour se placer du coup sur le côté de la représentativité, je crois que là, on a un vrai sujet à travailler, parce que c'est vrai que si les Français n'ont pas parlé, c'est aussi, pour certains d'entre eux, de plus en plus une grande partie, c'est aussi parce qu'ils ne se voient pas, ils ne se sentent pas présentés par les responsables politiques. Donc là-dessus, il y a beaucoup de travail à faire pour retrouver plus de femmes, plus de diversité dans les assemblées. C'est très parlant, par exemple, on ne parle que de chef. Quand on dit un besoin de chef, on le met toujours au masculin, alors même que si on tombait là-dedans dans les prochaines années, ça serait plutôt une femme, je pense. Donc ça, voilà, c'est quelque chose à réfléchir sur nos façons d'exprimer ces questions-là. Mais donc comment rendre plus représentatives les instances nos instances démocratiques. Ça me fait penser par exemple à ce qui se passe en ce moment au Chili. Il y a une convention, une assemblée constituante qui a été mise en place et ils ont essayé de chercher tous les mécanismes dans les modes de scrutin qui rendent l'Assemblée plus représentative. Déjà, il y a une parité qui a été fixée, non seulement sur les candidatures, mais sur l'output, c'est-à-dire sur le résultat, sur les sièges. Et donc, il y a des mécanismes d'ajustement par rapport aux résultats des élections qui sont très intéressants et je crois à prendre en compte. Il y a eu tout un travail de fait sur comment donner une place aux candidatures indépendantes. Donc, comment est-ce que des personnalités en dehors des partis ou sans carrière politique peuvent avoir une place dans ces institutions? Ça aussi, il faut qu'on y réfléchisse très fortement et ça pose la question aussi du rôle des partis et de quelle façon je pense que les partis doivent évoluer dans leur fonctionnement. C'est une grande demande vraiment des citoyens en ce moment. Nous, on avait par exemple travaillé avec Cédric Villani pendant sa campagne pour la mairie de Paris. On avait tiré au sort des citoyens sur les listes municipales.
Donc ça, c'est des façons aussi d'intégrer les citoyens, mais non seulement dans des instances ad hoc où après le résultat dépend du bon vouloir politique, mais de leur redonner vraiment le pouvoir. Quand je dis take back control, c'est leur donner une vraie place au sein des institutions qui décident dans notre démocratie. Donc, c'est-à-dire rendre plus représentative l'Assemblée, leur donner la possibilité d'accéder à des postes, à des vrais postes. Et donc là, on a énormément d'initiatives aussi aujourd'hui. Je pense à Les Investis, Tous Élus, il y a la Cité des Chances, voilà, plein d'associations qui travaillent à identifier des profils, des personnalités qui veulent s'engager, à les former, à trouver voilà, la place au sein des partis aussi pour qu'ils puissent être investis et concourir, etc., ou être soutenus financièrement. Donc ça, c'est tout un tas de mesures qu'il faut, je pense, ou de dispositifs qu'il faut soutenir. J'avais écrit une petite tribune dans le JDD il y a quelques semaines où je parlais de pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas la campagne de Madame ou de Monsieur X. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourrait dépersonnaliser complètement cette élection et se concentrer sur tout le reste, c'est-à-dire sur le programme, sur la vision, sur la mobilisation sur le terrain, sur plein de choses qui peuvent en fait, plus nous rassembler que nous diviser et qui laissent de côté aussi les questions d'ego et les questions parfois de concurrence entre petits partis, en sachant qu'aujourd'hui, 40% des Français se disent il ne faut pas oublier que voilà, il faut aussi travailler en dehors de ces structures. Donc voilà quelques idées sur les dispositifs de participation citoyenne. Je pense qu'on peut les multiplier, ça fait jamais de mal, etc. Mais ce qu'il faut, c'est commencer à travailler sur le rendu et comment ce rendu devient contraignant, comment ce rendu n'est pas soumis au bon vouloir du politique et finalement donne plus de frustration ou éloigne plutôt les gens de la politique qu'autre chose. Donc voilà quelques idées de mon côté. Merci Madame. Madame Ridel, on va vous redonner la parole assez rapidement parce que on doit finir à 18h30 et je voudrais laisser le temps aux questions parce qu'on a un certain nombre de questions qu'on est en train de lire, donc que je vous poserai. Mais justement, si vous avez fait un diagnostic très précis tout à l'heure, si on en vient aux solutions pour que la démocratie remarche, parce qu'on a dit la démocratie, ça ne marche pas et de plus en plus de jeunes le pensent et je suis assez d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut innover pour que ça remarche, pour recréer de l'adhésion et pour reconvaincre que c'est le meilleur système, finalement, à l'exception de tous les autres? Moi, je vais vous parler d'un sujet précis sur lequel je travaille depuis quelques années, qui est le jugement majoritaire, donc qui est une réforme de l'élection, voilà, et qui est une solution, à mon avis, tout à fait déterminante pour redonner du sens à l'élection et à la représentation. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et ce qui est intenable, c'est qu'on a une élection présidentielle qui contribue à élire des gens qui, en réalité, ont une légitimité vraiment minoritaire dans l'opinion, mais qui, après, concentrent l'ensemble des pouvoirs. On a vu, il y a eu une étude récente, je n'ai plus exactement la référence en tête, mais je pourrais vous la passer, qui montrait que, en fait, les votes d'adhésion au projet d'Emmanuel Macron, c'était 6%. D'accord ? Sauf que son score, au second tour, c'est plus de 60%. Ce score de 60%, il ne veut rien dire parce qu'il se décompose en plusieurs types de votes. Il y a du vote utile, il y a du vote contre Marine Le Pen et il y a un vote d'adhésion qui est en fait une minorité de 6% des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron. Donc on voit bien qu'il y a une incapacité du scrutin actuel à mesurer l'opinion et à donner ce qu'est la vraie légitimité du candidat qui est élu. Pour remédier, c'est un problème qui est identifié par la science depuis 250 ans, depuis que la démocratie existe. C'est d'ailleurs en France que le sujet de l'élection a commencé à être discuté avec des mathématiciens comme le marquis de Condorcet, par exemple. Le principe de base, c'est qu'une élection, ça doit servir à mesurer l'opinion et toutes les scientifiques s'accordent pour dire que si une élection, c'est ça, alors la nôtre, elle est vraiment pourrie, si vous me passez l'expression. Pourquoi ? Parce qu'on demande aux gens, quand on va voter, par exemple pour l'élection présidentielle, de choisir un candidat
à l'exclusion de tous les autres. On ne peut pas dire ce qu'on pense de ce candidat, ce pourquoi on vote pour lui. Est-ce que je vote pour lui par adhésion? Est-ce que je vote pour lui par vote utile, par défaut, etc. Et surtout, on ne peut pas dire ce qu'on pense des autres candidats. Donc, on perd énormément d'informations. On ne tient pas compte des opinions de rejet, ce qui fait qu'on se retrouve avec une situation actuelle où vous avez des sondages qui montrent que Emmanuel Macron et Marine Le Pen arrivent au second tour de la présidentielle, alors même qu'ils sont rejetés par plus de la majorité des Français, tout simplement parce que notre scrutin ne prend pas en compte ces opinions de rejet et il favorise le vote utile, qui est, à mon sens, une grande fatigue démocratique des Français aujourd'hui et qui fait grimper l'abstention et les votes blancs, comme on l'a vu en 2017, 25% d'abstention au second tour et 4 millions de bulletins blancs ou nuls. Donc, je veux dire, quelque chose d'absolument préoccupant. Le jugement majoritaire est une solution à ça. C'est un nouveau mode de scrutin issu de la recherche française. Et je crois qu'on doit être fiers de ça. Ce sont 2 mathématiciens français qui sont allés publier leurs livres aux presses du MIT. Bon, pourquoi ne les a-t-on pas mieux accueillis et je pense qu'on devrait être fiers de cette recherche qui renverse totalement la logique de l'élection. On n'a plus à choisir un seul candidat dans une logique un peu plébiscitaire, mais on doit évaluer chaque candidat indépendamment les uns des autres à partir d'une échelle de mention qui va de très bien à rejeter, donc très bien, bien, passable, insuffisant, à rejeter par exemple. Et vous n'avez pas à classer les candidats, vous avez simplement à évaluer chaque candidat selon votre opinion. Et c'est un scrutin qui prend en compte la légitimité de chaque candidat, mais dans la nuance, parce que la légitimité d'un candidat, ce n'est pas simplement les opinions favorables, c'est aussi les opinions de rejet et d'indifférence qui pondèrent tout ça. Et avec le jugement majoritaire, non seulement vous pouvez vous exprimer bien plus pleinement, vous avez l'impression de vraiment être allé vous exprimer quand vous rentrez dans l'isoloir, et à la fin, c'est le candidat le mieux évalué qui remporte l'élection. Et avec un mode de scrutin comme celui-là, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui sont des candidats aujourd'hui très rejetés à l'état actuel, à l'instant T, auraient peu de chances de remporter l'élection. Donc ça changerait du tout au tout la face de notre paysage politique, puisque une candidate rejetée comme Marine Le Pen ne terminerait pas ni première ni deuxième de l'élection. Donc on aurait une toute autre façon de réfléchir. Par exemple, la division de la gauche ne serait plus un problème, puisque avec le jugement majoritaire, ce n'est pas parce que vous avez 10 candidats que ça va changer ou que ça va changer le résultat de l'élection. Comme vous évaluez chaque candidat indépendamment les uns des autres, tous les candidats finissent entre guillemets avec le même nombre de voix, donc la division n'est plus un problème, etc. Donc vous avez plus de place pour la diversité, la nuance des opinions dans un même courant de pensée. Et je pense que ça peut être une idée importante à l'instant que nous traversons, et qui devrait au moins être expérimentée, parce qu'on parle quand même de l'élection présidentielle, alors on ne va pas changer les règles un an avant, mais du moins dans quelques bureaux de vote, qu'on expérimente le jugement majoritaire à l'élection présidentielle de 2022 pour voir ce que ça donne et si les résultats sont effectivement différents ou pas. Merci beaucoup. Alors, on passe aux questions peut-être. Pour cet exposé sur le jugement majoritaire. Je suis sûr que vous avez appris plein de choses à plein de gens et c'était passionnant. Alors, première question de je ne sais pas comment on dit, nos auditeurs ou nos spectateurs ou les deux. Oui, sur la défiance, et ça s'adresse à vous trois parce que la question elle est assez centrale. Au fond, est-ce que le problème de l'absence de confiance, enfin de la défiance, c'est pas justement l'absence de confiance liée à la présence de conflits d'intérêts permanents chez nos décideurs, quels qu'ils soient? Et ça, c'est effectivement ça recoupe le chiffre que je vous avais montré en introduction sur le fait que 7 Français sur 10 croient que politique servent d'autres intérêts que l'intérêt général. Et donc, comment effectivement recréer de la certitude chez le gouverné, chez l'électeur, que le décideur politique ou institutionnel, largement, défend l'intérêt général et défend l'intérêt collectif? Je voudrais prolonger la question auprès de Grégoire notamment. C'est que tout à l'heure, vous avez fait allusion au fait que vous avez été protégé des lobbies, mais finalement, au regard du résultat, est-ce que finalement les lobbies ne se sont pas plus occupés des politiques pendant qu'ils ne s'occupaient pas de vous et que finalement ils ont eu des résultats analogues ou sinon meilleurs que s'ils s'étaient occupés de vous, quoi. Voilà. Donc c'est un peu pour poursuivre voilà. Et je crois que ça rejoint vraiment un aspect qui a été
souligné et par Samuel, et quand même qui est un vrai sujet presque pour moi, presque constitutionnel, entre guillemets, qui est la disparition, en tout cas la crise de l'intérêt général. Donc, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Grégoire. Ouais, je vais me lancer. Euh, Effectivement, je pense qu'il y a une vraie problématique sur la confiance qu'on fait et qu'on donne à nos élus. Certains, justement, ont porté le tirage au sort comme une des solutions à ça, parce qu'on s'est dit, bah, là, on va prendre des personnes qui ne pourront pas porter un mandat, qui ne porteront pas une casquette. On était tirés au sort comme citoyens. On n'était pas des chefs d'entreprise, on n'était pas des adhérents à tel parti politique, on n'était pas des syndiqués, on était juste des citoyens lambda. Ça apportait, on va dire, une neutralité certaine à nos propositions. Et ce qui était recherché, c'était notre représentativité statistique, territoire, âge, niveau de diplôme, autres. Et c'était pas du tout notre casquette de militant. Effectivement, on a été protégés, nous, des lobbies, parce qu'on était non identifiés, justement. Et d'ailleurs, certains politiques plutôt à droite nous l'ont reproché. Nous étions non identifiés, donc non accrochables par les lobbies, par les porteurs d'intérêt. Ce sera peut-être pas le cas pour d'autres conventions citoyennes. Moi, je préfère alerter dessus parce que finalement, on se rend compte qu'une convention citoyenne, ça a un écho particulier et que y a des choses à dire. Preuve en est, quand les gens ont compris qu'on avait une portée politique, on a commencé à se faire démarcher via notre association Les 150 et on a fait des centaines de rencontres avec des syndicats, des grandes entreprises, des associations, parce qu'ils pensaient que nous avions un poids politique, donc que nous étions accrochables pour porter leur voix. Effectivement, le lobby, il est passé par ce qu'il connaissait le mieux, par le politique. Et c'est là où, en fait, pour le coup, avoir mis du citoyen dans la machine, ça nous a permis de le voir aussi et d'alerter dessus. Et ça fait partie des alertes que nous avons posées quand on a fait une lettre au président de la République pour alerter sur le fait que les mesures de la Convention citoyenne étaient dénaturées. Nous avons justement fait appel à ces lobbies. Le président de la République lui-même, il avait fait référence, il a dit que rien ne serait fait derrière leur rideau, c'est-à-dire donc avec les porteurs d'intérêt. Or, ça n'a pas été le cas. Nous l'avons vu de nos yeux, mais la petite chose en plus, c'est que même si nous n'avons pas été écoutés, autour de la table, il y avait les ministres et les ministères, les lobbies, et une troisième table avec les citoyens. Et c'est ça qui était intéressant dans la préparation de ce projet de loi, c'était qu'il y avait du citoyen dans la machine. Alors certes, notre poids était très faible, mais on peut espérer que le poids qu'on prenne soit de plus en plus fort et que de plus en plus le citoyen arrive à dire aux politiques, attention, ça c'est une parole de lobbyiste, ce n'est pas ce que souhaite potentiellement le citoyen en termes d'acceptabilité. Et merci. Sur la crise de l'intérêt général et la façon de recréer du lien, de redonner la certitude aux Français que les politiques le servent. Madame la députée, est-ce que vous avez une idée, une piste? Oui, moi sur ces questions de lobby, j'ai une position très claire depuis longtemps. En fait, les lobbies existent, les groupes d'intérêt existent. Quand on fait la loi, on a besoin de discuter avec tout le monde. On ne peut pas faire la loi dans une tour d'ivoire. On doit avoir des représentants d'intérêt et on doit avoir tous les acteurs de la société. Ce qu'il faut, c'est que ces rencontres, ce travail, ces échanges soient complètement transparents et qu'on puisse retracer un peu s'il y a eu des influences, s'il y a des pressions. Et ça, après, il y a évidemment le vote aussi populaire qui peut sanctionner au-delà de toutes les mesures qu'on a renforcées au fil des années sur la question des conflits d'intérêts et de l'activité des groupes d'intérêt. Mais donc moi, par exemple, ce que j'ai beaucoup porté, c'est le fait d'avoir un agenda transparent de l'activité parlementaire. Donc moi, par exemple, j'ai mon agenda en ligne et tout le monde peut voir tout ce que je fais, qui je rencontre, à quel moment. Il y a par exemple cette activité aujourd'hui qui est à mon agenda en ligne, tout le monde peut le voir. Et je crois que cette transparence, elle doit s'étendre aussi, par exemple, à l'usage des fonds publics. Donc nous, par exemple, on a des frais de représentation en tant que parlementaire. Donc moi aussi, je mets en ligne, en open data, chacune de mes dépenses. Et ces deux mesures qui sont pour moi des types de mesures qui peuvent ramener la confiance en montrant qu'on n'a rien à cacher, qu'on est responsable par rapport à notre rôle en tant que faiseur de la loi et notre rôle en tant que quand on utilise des fonds publics.
j'ai essayé de les diffuser auprès de mes collègues et ça n'a pas été facile du tout. Donc moi, je pense que c'est vraiment dans cette direction qu'il faut aller, vraiment en montrant que, parce que la méfiance et parfois il y a des choses qui se montrent comme des fantaisies aussi. Hein. On pense vraiment, la plupart des politiques qui sont aujourd'hui, ils sont bienveillants et ils sont honnêtes dans leur fonctionnement. Hein. Il y a évidemment certains scandales, etc., mais ce n'est pas la majorité. Mais le fait de ne pas partager, de ne pas être transparent, alimente en fait cette méfiance, alors qu'il suffirait de quelques petits gestes de ce type pour montrer que justement qu'il n'y a rien à cacher et que l'activité, l'action, elle est honnête, elle est dans les clous. Merci beaucoup. Madame Bridel, un petit mot sur cette question assez essentielle, cruciale de la défense de l'intérêt général dans la démocratie représentative. C'est vrai que la question des lobbies est clé. Je pense qu'une des raisons d'être d'ailleurs de la Convention citoyenne pour le climat, qui s'est substituée non pas au Parlement comme on fait l'erreur souvent de le croire, mais au gouvernement pour faire des propositions au Parlement, c'était une sorte de choc de confiance. Sa raison d'être parce que justement il y avait cette défiance. On pensait que le gouvernement était incapable concernant la transition écologique, prendre des décisions qui aillent dans le sens de l'intérêt général, après ce qu'il avait fait avec la taxe carbone. Il ne s'était pas rendu compte que ça avait des impacts sur des gens qui étaient bloqués, qui ne pouvaient pas faire autrement que d'utiliser leur voiture, et par ailleurs qui étaient aussi esclaves de certains lobbies, des secteurs carbonés de notre économie. Donc cette convention citoyenne, à mon sens, c'était une très bonne chose parce qu'elle a permis ce choc de confiance. Après, elle s'est plutôt mal terminée, disons, puisque les promesses n'ont pas été tenues. Mais la meilleure façon, à mon sens, de remédier à ce choc de défiance sur la durée, c'est encore une fois d'arriver avec des promesses que l'on peut tenir, des problèmes dont on est la solution et appliquer sa politique en dressant un nouvel horizon qui soit désirable pour l'ensemble des Français et effectivement remédier à certains gros dysfonctionnements institutionnels, on en parlait tout à l'heure, faire du Parlement non plus une chambre d'enregistrement mais un vrai contre-pouvoir. Donc on pourrait penser à des solutions comme la proportionnelle, comme la simultanéité par exemple du premier tour de la présidentielle et du premier tour des législatives, à un seul tour législative à un seul tour. Comme ça on aurait un Parlement un peu plus divers, avec peut-être des logiques de coalition qui se mettraient en place. Voilà, à mon avis, ce à quoi on peut penser pour redonner au Parlement toute sa place dans les institutions. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a une question orale. Je vais laisser Sacha donner la parole à Patricia. On en est à la limite de notre maîtrise technique. Oui, là on a atteint notre plafond de verre des compétences techniques. On va laisser la parole à Patricia Philippe qui a une question, effectivement. Patricia, normalement, vous devriez pouvoir la poser à l'oral. Oui, alors, comme vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Allez-y, madame. Alors, ce n'est pas qu'une question. D'abord, moi, je pense que dans la défiance que nous connaissons aujourd'hui, la responsabilité des organisations politiques ou autres qui prétendent être des antisystèmes qui, au fond, proposent un nouveau système, certes, qu'ils prennent soin, d'ailleurs, chacun de ne pas nommer, nous aiderait beaucoup, notamment les organisations politiques antisystèmes qui appartiennent au système depuis de nombreuses années, voire parfois des siècles. La deuxième chose, c'est que moi, je pense qu'il y a une concurrence entre ceux et celles qui prétendent représenter les gens, qui s'est accrue d'abord entre les politiques, ensuite entre les politiques et les journalistes, qui chacun prétendait représenter et mieux dire que l'autre ce que pensaient les gens, puis les associations de citoyens, et enfin les réseaux sociaux, avec l'apparition d'individus qui, à eux tout seuls, prétendent
au nombre de leurs vues, représenter les gens. Moi, j'ai longtemps été réticente aux sondages d'opinion, aux études d'opinion, et je dois reconnaître que c'est un travail extrêmement sérieux qui vous donne une photographie de ce que pense la population sur de bon nombre de sujets, extrêmement sérieux et extrêmement fiable. Et j'ai vu dans la proposition que je vais travailler d'ailleurs du jugement majoritaire, quelque chose quand même dans la méthode qui s'apparentait un peu à ce que faisaient les sondages et faisaient les études d'opinion et qui mérite en effet d'être creusé. Et je voudrais demander à la personne qui présentait le jugement majoritaire si elle avait travaillé sur des élections présidentielles sur la base de sondages et d'un possible jugement majoritaire, quels seraient les résultats qu'elle a obtenus. Voilà. Madame Ridel, allez-y. Oui, alors on essaie actuellement de commander des sondages sur les candidats supposés au premier tour de l'élection présidentielle, donc je ne sais pas répondre à votre question pour l'instant, mais je peux prendre l'exemple de sondages qui ont été faits sur les précédentes élections présidentielles. Par exemple, avec le jugement majoritaire, en 2002, c'était Jospin qui l'emportait. Et c'est tout naturel parce qu'il était donné gagnant au second tour et face à Chirac et face à Le Pen. Sauf qu'il ne passe pas le premier tour. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 candidats à gauche. Ça, c'est un paradoxe mathématique qui s'appelle le paradoxe d'Arrow. Nous, on appelle ça le vote utile. Mais le résultat de l'élection change parce que le nombre de candidats change. Donc, en 2002, c'était Jospin qui passait. Je vous laisse imaginer peut-être le destin différent qui aurait été celui de ce pays. En 2007, c'était Bayrou. En 2012, c'était Hollande. Et en 2017, Macron. Voilà quels ont été les résultats de simulations scientifiques qui ont été faites avec le jugement majoritaire. Donc, parfois, ça peut changer le résultat, oui. Et j'espère avoir de prochains sondages très, très bientôt pour pouvoir y répondre pour ce qui est de la période actuelle. Merci beaucoup. On va terminer à 18h30. Donc, je voulais en tout cas vous remercier infiniment pour ce débat assez passionnant et de très grande qualité. Et Madame Forteza nous a fait un petit teasing depuis quelques minutes sur notre chat. Donc, on va lui laisser la conclusion sur l'événement qui vient de se passer dans l'hémicycle et dont elle voulait nous parler. Donc, on vous laisse le dernier mot, Madame. Merci, merci. Non, en fait, je voulais partager avec vous qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est pour la première fois depuis presque 1 an et demi, il y a eu un article d'un texte de loi et d'un texte très important qui est celui qui fixe la sortie de l'état d'urgence qui n'a pas été adopté. Et donc, cet article, il fixait par exemple les modalités du pass sanitaire, vous savez, dont on parle dans les médias depuis quelques semaines. Et donc, il y avait énormément disons, d'opposition parce que la procédure avait été très malmenée, c'est-à-dire qu'on était en train de nous demander de voter avant même d'avoir eu les résultats de l'avis de la CNIL. Et donc, ce type de procédure, ça a été comme ça depuis 1 an, hein, parce qu'on a dû légiférer dans l'urgence, on a donné énormément de pouvoir à l'exécutif en habilitant à des ordonnances, c'est-à-dire en déléguant complètement notre pouvoir législatif sur des questions très, très importantes, hein, les droits fondamentaux, les libertés publiques, etc. Et donc là, aujourd'hui, pour la première fois, ce texte, ce premier article n'a pas été adopté. Et donc, ça a été du fait du MoDem qui a voté contre. Donc, on voit la majorité présidentielle qui commence à défaillir, hein, vraiment. Et c'est notamment lié à la façon de faire, au fait qu'il n'y a pas de respect de cette procédure démocratique. Donc, on voit vraiment à quel point la démocratie, je pense, va être au cœur, hein, des nouvelles coalitions politiques ou de la nouvelle offre, des nouvelles offres politiques qui peuvent émerger. Et donc, on a vu, vous pourrez revoir dans le replay sur le site de l'Assemblée nationale, une explosion de joie de la part des oppositions parce que c'était vraiment impensé et la première fois que ça arrivait depuis très très longtemps, et donc ils ont senti vraiment que pour une fois ils avaient un certain pouvoir de décision, même si c'est que pour arrêter ou contrôler, disons,
l'avancée du gouvernement et de sa majorité. Donc vraiment un fait incroyable, une première. Donc ça marque bien l'année du déconfinement. Vous vouliez faire un peu le symbole avec cette date que vous aviez choisie. Voilà un fait qui marque peut-être un changement d'air, j'espère.